Bonjour! On va attaquer maintenant le chapitre 5 sur la deuxième loi de Newton. C'est un chapitre vraiment important où est-ce qu'on va vraiment aller dans le cœur de la dynamique. On va apprendre à résoudre des problèmes de dynamique, c'est-à-dire des situations où est-ce que l'accélération n'est pas nulle. Autrement dit, on va analyser des situations où est-ce que les objets ne sont pas en équilibre. On va aussi présenter la force gravitationnelle de manière plus détaillée que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, au chapitre précédent, quand on a parlé de la loi de l'inertie, on a dit que la tendance naturelle d'un objet, c'est de conserver son état de mouvement. Donc, s'il est au repos, reste au repos. S'il est en mouvement, mais de continuer en mouvement à vitesse constante en ligne droite. Et un corps va persévérer dans cet état de mouvement tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une force extérieure qui va agir sur lui. Et c'est justement ça qu'on va voir maintenant. C'est dans le cas où il y a une force extérieure, une force résultante non nulle qui agit sur lui, quel va en être l'effet? Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Comme on l'avait dit, un des trois effets possibles d'une force, c'est d'accélérer un objet, donc de changer sa vitesse. Alors, la deuxième loi de Newton, c'est justement ça, c'est le lien entre la force qui est exercée à un objet et l'accélération qui va être subie par cet objet-là. Donc, par exemple, si on donne une force de, mettons, 2000 newtons sur la balle de golf, ça va être quoi l'accélération que la balle de golf va subir? C'est ça qui nous permet de déterminer la deuxième loi de Newton. Alors, la définition est la suivante. La deuxième loi de Newton stipule que la force résultante exercée sur un objet est toujours égale à la masse de cet objet multipliée par son accélération. Alors, c'est présenté sous forme d'équation ici. F égale ma. La force est égale à la masse fois l'accélération. Ce que dit cette équation-là aussi, c'est que, remarquez, on a mis la flèche vecteur sur le F et sur le A. Et puisque la masse est une quantité qui est toujours positive, eh bien, ça veut dire que la force et l'accélération ont toujours le même sens. Donc, le vecteur force et le vecteur accélération, c'est toujours des vecteurs parallèles et de même sens. Faites attention ici, on ne parle pas de n'importe quelle force qui agit sur un corps, mais vraiment la force résultante qui agit sur un corps. Donc ici, c'est vraiment important de comprendre qu'il s'agit de la force résultante. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous poussez avec un objet vers l'avant avec une force de 10 newtons, l'accélération va elle aussi avoir lieu vers l'avant. Ce serait illogique, évidemment, de pousser un objet vers l'avant puis qu'il accélère vers l'arrière. Donc, c'est ça que ça veut dire, et la force et l'accélération sont toujours dans le même sens. La force résultante, j'entends. Maintenant, laissez-moi vous présenter la deuxième loi de Newton d'une manière que vous allez peut-être trouver plus intuitive. On pourrait la formuler de la manière suivante. L'accélération que va subir un objet est égale à la force résultante que subit cet objet divisée par sa masse. Donc en fait, ce qu'on peut voir par cette équation-là, c'est que l'accélération d'un objet que va subir un objet est proportionnelle à la force résultante qu'il subit. Ça, c'est intuitif. Si mettons, vous poussez une caisse, tel qu'illustré sur le schéma ici. Oubliez la mention du poids qui est égal à 1000 newtons. Là. Alors, supposons que vous poussez la caisse avec une force de 100 newtons. Et que c'est suffisant pour vaincre le frottement. Mais la caisse va accélérer vers l'avant. Bien entendu, si vous poussez la caisse 2 fois plus fort, donc mettons avec une force de 200 newtons, bien évidemment, vous attendez à ce qu'elle va accélérer plus vite. Elle va accélérer à un plus grand rythme. Donc en fait, ce que la deuxième loi de Newton dit, c'est l'accélération que va subir un objet est proportionnelle à la force résultante qu'il subit. Fait que si vous donnez une force résultante 2 fois plus grande, l'objet va accélérer 2 fois plus. C'est quand même intuitif. Si vous donnez un coup de... Si mettons, vous frappez une rondelle avec un ballon de hockey, un bâton de hockey à une certaine force, ben ensuite vous frappez la rondelle 2 fois plus fort, ben la rondelle va accélérer 2 fois plus. Donc ça, c'est la première partie. L'accélération de l'objet est proportionnelle à la force résultante que l'objet subit. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que l'accélération de l'objet est inversement proportionnelle à sa masse.
pour une force donnée. Inversement proportionnel, ça veut dire quand la masse augmente, l'accélération va diminuer. Donc, reprenons l'exemple de la situation où vous poussez un bloc. Si vous poussez un gros bloc là, qui a une masse de 100 kg, disons, et que vous parvenez à le faire glisser, alors il va avoir une certaine accélération. Mais si maintenant vous commencez à pousser un bloc qui est 2 fois plus massif, donc il a une masse de 200 kg, alors là, ça accélérerait 2 fois moins. Donc vous voyez, c'est inversement proportionnel. Plus un objet est massif, plus il est dur à accélérer. Donc pour la même force, plus il est massif, moins il va accélérer. On pourrait encore donner l'exemple du panier d'épicerie. Si vous prenez votre panier d'épicerie vide, donnez-lui une poussée et observez à quel point il accélère. Ensuite, remplissez votre chariot d'épicerie et donnez-lui la même force de poussée, la même impulsion que ce que vous donniez au chariot vide et observez quel va être son mouvement. Il va accélérer beaucoup moins. Plus il a de masse, plus il est dur à accélérer. Donc, pour une force donnée, il va accélérer moins. Donc, c'est ça que ça veut dire, l'accélération est inversement proportionnelle à la masse. Et quand on met les deux ensemble, ça donne ça. Donc, l'accélération, elle est proportionnelle à la force. Plus ça, c'est gros, plus ça, c'est gros. Mais elle est inversement proportionnelle à la masse. Plus ça, c'est gros, plus ça, c'est petit. Ou inversement, plus la masse est petite, plus l'accélération est grande. Fait que c'est un constat qu'on peut faire de manière très intuitive, je pense. Et présenté sous cette forme-là, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens. Donc en fait, prenez cette équation-là, faites juste envoyer la masse du côté droit de l'équation, donc elle devient multipliée, et vous obtenez force égale masse fois l'accélération. Fait que vous voyez, maintenant, vous comprenez intuitivement la deuxième loi de Newton. Dans l'équation, la force est toujours exprimée en Newton dans le système SI. La masse est exprimée toujours en kilogrammes. Et ça, c'est très important. Le kilogramme, c'est comme une exception parce que normalement, toutes les unités de base du SI ne contiennent pas de préfixes comme kilo, centi, milli, méga, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les préfixes. Normalement, les unités de base ne contiennent pas de préfixes comme le mètre, la seconde, etc. Le kilogramme est une exception. C'est la seule unité de base qui contient le préfixe, en l'occurrence le préfixe kilo. Donc, 1 kg, le kilogramme, c'est l'unité de base de la masse, et non pas le gramme. L'accélération, elle va être spécifiée en mètres par seconde carré. Donc, c'est le gain de vitesse, ou la perte de vitesse, qui se produit à chaque seconde. Donc, mètres par seconde par seconde. Ce que ça permet de voir ici, c'est qu'en multipliant une masse et une accélération, on obtient en fait une force. Donc, 1 newton, par définition, c'est une masse fois une accélération. Donc, par définition, un newton, c'est 1 kg fois mètre par seconde. Voyons un petit exemple. On a une voiture qui a... En fait, on exerce sur elle une force résultante de 1610 newtons et ça produit une accélération de 1,15 mètres par seconde carré. Et on demande quelle est alors la masse de la voiture. Alors, on cherche M, on connaît F et A, donc on fait juste isoler la masse, ça fait F sur A, et donc 1610 sur 1,15, ce qui donne 1400 kg. Donc, la deuxième loi de Newton nous permet de comprendre la force comme étant la capacité de modifier la vitesse d'un objet, ou la capacité de donner une accélération à un objet. Mathématiquement, on va toujours opérer la deuxième loi de Newton sous forme de composantes. On va voir des exemples de ça un peu plus loin. Mais l'idée, c'est que, en fait, on va séparer la deuxième loi de Newton. Cette loi-là ici, on va la séparer comme en deux parties, si vous voulez. Donc, on va l'exprimer en X et en Y séparément. Donc, la force résultante en X égale à la masse fois l'accélération en X. Et la force résultante en Y qui est égale à la masse fois l'accélération en Y. Si on avait une situation en 3 dimensions, on pourrait aussi l'appliquer en Z, qui est le troisième axe. Donc la deuxième loi de Newton, elle sous-entend que si on applique une force constante, une force résultante constante sur un objet,
et que la masse de l'objet est constante, alors cet objet-là va subir une accélération constante. Si maintenant la force résultante sur un objet est nulle, donc si F est égal à 0, bien, ça sous-entend que l'accélération est égale à 0. Comme on le voit ici, si la force est nulle, ça implique nécessairement que l'accélération va être nulle. Autrement dit, si aucune force résultante n'agit sur un objet, cet objet-là ne va pas accélérer, donc il va conserver son état de mouvement. Donc, s'il est immobile, il va rester immobile. S'il est en mouvement, il va conserver sa vitesse de manière constante. Donc, en fait, ça nous ramène ça à la première loi de Newton. Donc, on pourrait dire, en fait, que la première loi de Newton est comme un cas particulier, la deuxième loi de Newton, dans la situation où la force résultante est nulle. Supposons qu'on pousse un chariot d'épicerie à vitesse constante. Ça veut dire que s'il est à vitesse constante, ça veut dire que l'accélération est nulle. Donc, que la force résultante qui agit sur le chariot est elle aussi nulle. Donc, quand on pousse un chariot d'épicerie à vitesse constante, le chariot est en fait en équilibre. C'est-à-dire que oui, on le pousse, mais il y a une force de frottement qui est exercée en partie entre le sol et les roulettes, et aussi à l'intérieur même des roulettes. Et ce frottement-là vient annuler, dans le fond, la force de poussée qu'on fait vers l'avant. Et au final, le chariot est en équilibre. Alors, c'est bien important de comprendre que un objet peut être en mouvement et être en équilibre. Tout le monde serait d'accord ici que l'haltérophile est en équilibre puisqu'il est immobile. Mais le chariot d'épicerie est lui aussi en équilibre s'il va à vitesse constante et qu'il va en ligne droite. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt mal compris en général, mais qui est très important de comprendre. Un objet physiquement qui va à vitesse constante en ligne droite est en équilibre. Il n'y a aucune force résultante qui agit sur lui. Par contre, si vous vous mettez à pousser plus fort sur le chariot, là, vous allez rompre l'équilibre. Et là, vous allez lui donner une accélération parce que là, il va avoir une force résultante vers l'avant. À l'inverse, si, mettons, vous le poussez, il y a une certaine vitesse, et là, vous le lâchez, éventuellement, il va arrêter. Donc, à partir du moment que vous lâchez le chariot qui est en mouvement, il n'est plus en équilibre. Donc là, il est en déséquilibre de force, puisque là, il n'y a plus de force qui l'amène vers l'avant, mais il y a encore la force qui le tire vers l'arrière, qui est la force de frottement. Le frottement, il est encore présent. Donc, il va avoir juste la force de frottement, ultimement, qui le tire vers l'arrière, qui va rester, et c'est ça qui va être la force résultante. Donc, la force résultante va être vers l'arrière, et son mouvement est vers l'avant, et ça a pour effet de le freiner. Donc là, il n'est plus en équilibre, il va freiner jusqu'à temps d'atteindre une vitesse nulle. Et à un moment qu'il va atteindre une vitesse nulle, là, il va retrouver un nouvel équilibre.